On va tout de suite donc lancer cette journée. J'ai à côté de moi Pierre Traîneau qui va faire une petite introduction, je crois, à cette journée. Bonjour à tous. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir. Merci d'être là. Malgré, pour la France, les grèves de transport un petit peu partout dans toutes les régions. Donc vraiment, merci. Vous faites partie de ceux qui ont dit ça reste ma priorité. Ça fait encore partie de nos priorités. C'est dans nos priorités stratégiques, opérationnelles. Et pour l'ensemble des territoires et en dehors de la France, merci de cette participation nombreuse. Parce qu'il faut réussir toujours à dégager du temps pour de son quotidien. Hein, la gestion du temps c'est le nerf de la guerre de notre quotidien. Donc merci d'être là et nous pensons et nous espérons vivement que vous n'ayez pas à le regretter. Dans mon intro, je l'ai organisé en me disant, mais finalement, quelles sont les questions que vous avez pu vous poser en venant participer à cette journée. La première question, c'est, mais finalement, pourquoi une journée sur les bonnes pratiques ? Pourquoi encore une journée sur les bonnes pratiques ? Est-ce qu'on n'en a pas un peu fait le tour des bonnes pratiques depuis tout ce temps que Catel Visio le fait ? Eh bien non. Au Catel, on pense que non, parce qu'il y a qu'à constater qu'il y a encore beaucoup de mauvaises pratiques sur le terrain. Premièrement. Deuxièmement, nous pensons, n'est-ce pas Cécile, qu'il y en a 1001 bonnes pratiques. C'est pas simplement quelques-unes et puis après. Non, il y en a 1001 et elles évoluent dans le temps. Donc cette journée nous semble complètement au Catel indispensable avec vous. Deuxième question, pourquoi finalement autant de territoires connectés ? Pourquoi finalement se donner autant de mal ? Parce que ça serait tellement plus simple de dire à tout le monde, venez à Paris, c'est tel jour, telle date, et puis on n'en parle plus. Eh bien non, nous pensons au contraire que c'est l'occasion en or de faire la démonstration que ça marche. Mais pas simplement pour que vous repartiez en disant, oh les petits gars, ce qu'ils font, c'est vachement bien. Non, pour que vous repartiez en disant, ils le font, nous aussi on peut le faire, et on va le faire. Donc 25 territoires connectés, c'est pour nous important, pas simplement pour cela, mais également aussi pour tout ce temps de partage de compétences, de transfert de compétences. Depuis toutes ces années où nous avons réalisé avec vous Catel Visio, nous avons beaucoup appris sur le plan organisationnel, sur le plan technique, sur le plan humain, comment il faut faire pour conduire une journée de cette façon-là. Et les territoires qui ont participé nous le disent tout le temps, ce ne sont plus les mêmes après une participation à Catel Visio. Ils ont beaucoup appris. Donc vraiment une motivation très très forte à maintenir cette façon de se réunir. Il y a là un moment de transfert de compétences et d'apprentissage pédagogique qui est extrêmement important. Troisième question que vous avez pu vous poser, mais pourquoi finalement privilégier la francophonie ? Alors évidemment, c'est plus facile, on parle français, on a finalement une certaine culture commune, même quand on accueille, là c'est pas le cas cette année, là, le Québec, la Polynésie française, cette culture commune est là. Mais c'est pas ça la simple raison. La simple raison, c'est que pour nous, semble-t-il, la coopération au-delà de cette journée, bien au-delà de cette journée, c'est une coopération télémédicale, une coopération en télémédecine, est beaucoup plus facile en francophonie. Dès lors qu'on élargit notre cible, que ce n'est plus une cible d'élite, évidemment que la langue prend une importance considérable. Quatrième question, finalement, pourquoi ces 4 thématiques ? Pourquoi Catel, sur les bonnes pratiques, a choisi ces 4 thématiques ? Notre préoccupation a été de dire, mais quelles sont les priorités des citoyens patients que nous sommes tous ? Et comment faire pour les déterminer, ces priorités ? Et on a observé que le collectif en France des associations de patients, qui s'appelle France Asso Santé, avait fait ce travail pour nous, au moment des présidentielles que nous avons connues l'année dernière. Et donc, on s'est emparé immédiatement et on s'est librement inspiré de ces priorités pour les citoyens français. Et vous avez vu, les 4 priorités, ce sont les déserts médicaux. Mais allons-nous enfin résoudre cette question des déserts médicaux ? La prévention. Mais pourquoi est-ce qu'on passe aussi peu de moyens d'investissement sur ce sujet de la prévention ? La qualité de la prise en charge, mais pas seulement, il faut y regarder plus attentivement. On y parle de plus en plus de pertinence des soins. Ok, prise en charge, mais jusqu'où ? Pour faire quoi ? Donc la pertinence des soins. Et puis 4e sujet, l'efficience économique, avec le regard du patient qui est évidemment un petit peu différent peut-être d'une autre, qui est plus globale, c'est le restant à charge pour le patient. Donc ces 4 thématiques, on s'est dit finalement, et nous,
avec le numérique, comment est-ce qu'on peut contribuer, parce que c'est pas le numérique qui va tout résoudre sur ces 4 thématiques-là, mais en quoi le numérique va-t-il contribuer sur ces 4 thématiques? Et puis, dernière question, pourquoi je suis heureux d'avoir à ma droite donc Philippe Cyr, qui va nous accueillir, hein, là c'est pas nous qui l'accueillons, c'est lui qui va nous accueillir. Heureux parce que nous sommes ici, en France, à Paris, dans cette salle magnifique là, du ministère de la Santé, et Philippe Cyr est le délégué, donc intérim, on dit, de la délégation à la stratégie des systèmes d'information. Et au-delà du mot d'accueil qu'il voulait faire, il va nous dire toute l'actualité politique en France. Et on verra en fin de matinée, on parlera plus largement de l'actualité politique pour les autres pays participants en Afrique et même des organisations internationales. Hein, j'y reviendrai pour ne pas se focaliser uniquement sur la France. Mais là, nous allons donner la parole à Philippe Cyr. Et je suis très heureux parce qu'il va nous dire quelques mots de la stratégie de transformation du système de santé qui a été présentée au plus haut niveau de l'État français, puisque c'est le Premier ministre et c'est une première. Et le CATEL tient à saluer ce positionnement politique fort, important, même si on le verra en fin de matinée, il faut qu'on reste exigeant, vigilant, parce que les mots ne suffisent pas. Mais merci Philippe Cyr de nous accueillir. Merci Pierre Traîneau. Effectivement, formellement, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue ici au ministère des Solidarités et de la Santé, dans cette salle Pierre Laroque, mais que certains d'entre vous connaissent bien pour y venir peut-être plusieurs fois par an. En tous les cas, au moins une fois par an, c'est le CATEL qui vient s'installer au ministère et nous sommes ravis de l'accueillir. Il y a une collaboration continue entre nos services et le CATEL sur la télésanté. Alors, télésanté, c'est un peu daté, donc hein, on a eu e-santé et puis maintenant c'est numérique en santé. Je crois qu'il faut s'adapter aux expressions à la mode. En tous les cas, bienvenue physiquement à ceux qui sont là, bienvenue virtuellement à cette communauté. Effectivement, c'est toujours impressionnant, 25 territoires présents au même moment. Alors maintenant, on est un peu blasé, CATEL sait faire ça, il y a même plus de suspense, ça fonctionne. Ça n'a pas toujours été le cas et je salue vraiment le travail que CATEL mène. Je voudrais saluer son président, Monsieur Robin, Pierre Traîneau, son directeur, qui font vraiment un travail très utile. En effet, il est important, au-delà de maintenant l'idée, heureusement pour nous, convenue que le numérique est un levier très important, essentiel pour la transformation du système de santé, ceci étant acquis, et je sais que ceux qui sont ici dans cette salle ou dans la communauté virtuelle francophone, vous avez eu raison Pierre de parler de francophonie, c'est une évidence. Ça ne l'est pas encore totalement dans les territoires, auprès des professionnels, auprès des usagers, même si les sondages récents nous montrent bien que les citoyens, les patients, les usagers attendent beaucoup du numérique pour améliorer le système de santé. Donc bravo au CATEL pour cette performance annuelle. Nous sommes ravis de l'accompagner, de l'accueillir ici et dans dans le village planétaire, comme vous aimez l'appeler, et ces communautés qui sont connectées. Alors effectivement, le numérique est au centre de l'actualité, au service de la transformation du système. Le Premier ministre récemment, Pierre Traîneau l'a rappelé, on a souvent souhaité que le numérique en santé prenne une dimension interministérielle. Ben là, avec une intervention du Premier ministre, on est dans l'interministériel. Il n'y a pas de problème. Au moins, on ne pourra pas nous reprocher un cloisonnement des pouvoirs publics. Le Premier ministre a donc présenté le 13 février à Aubonne-Montmorency la stratégie gouvernementale de transformation du système de santé. Il a présenté des objectifs qui font écho, bien sûr, à la stratégie nationale de santé qui a été présentée en décembre et qui a fait l'objet d'un décret. Et Pierre Traîneau rappelait tout à l'heure, dans les thèmes que vous abordez aujourd'hui avec le CATEL, ces thèmes, ce sont quasiment les têtes de chapitre de la stratégie nationale de santé. Prévention, accès aux soins, pertinence et qualité des soins, et innovation, c'est aussi le terme clé, je crois qu'il faut aujourd'hui mettre au centre de la démarche, parce que vous avez raison, les mots-clés, ce sont transformation, territoire, numérique et bonne pratique. Je crois qu'il est important, encore aujourd'hui, d'accompagner le développement des usages, parce que le numérique,
doit encore aujourd'hui se développer en termes d'usage par les professionnels auprès des patients, des usagers. Et il y a un autre organisme dont le ministère a la tutelle, qui est l'ASIP Santé, l'Agence des systèmes d'information partagés de santé, qui à la fois travaille à bâtir le socle du numérique, l'interopérabilité, la sécurité, les grands référentiels, les grands répertoires, mais aussi, dans sa mission, l'accompagnement de la mise en œuvre des conditions du développement du numérique. Donc le Premier ministre est revenu sur la stratégie de transformation du système de santé, et dans les 5 chantiers, il a cité le virage numérique, l'accélération du virage numérique. Et nous sommes tous ici, encore une fois, convaincus que le numérique est un enjeu majeur, que c'est le système nerveux de la transformation du système de santé, et entendre le Premier ministre placer le numérique parmi les 5 chantiers prioritaires de cette démarche, eh ben, ça satisfait tous les spécialistes que nous sommes devenus de ce monde du numérique en santé. Alors, la ministre elle-même, Madame Buzyn, plus récemment, le 9 mars, à l'occasion d'une conférence de presse, a donné le départ, en fait, de la mise en œuvre de cette stratégie, le lancement des actions concrètement, et elle a repris bien entendu les objectifs du Premier ministre, et présentés par le Premier ministre. Elle a surtout présenté un plan d'action, elle a présenté les pilotes, les personnes qui vont mener les 5 chantiers qui ont été évoqués. Ces 5 chantiers, je les rappelle quand même, c'est la qualité et la pertinence des soins, le financement du système de santé, qui est un enjeu majeur, avec une réforme nécessaire, notamment de la tarification hospitalière, pour aller vers une tarification probablement au parcours. Et c'est un enjeu important et aussi une démarche sans doute difficile à mener. Le 3e chantier, donc le numérique en santé. Un 4e chantier important aussi qui concerne les ressources humaines, l'ensemble des professionnels du système de santé. Et enfin, l'organisation territoriale, qui est vraiment un enjeu majeur, puisque c'est dans les territoires que la transformation doit se concrétiser pour plus d'efficience du système de santé. Donc ce chantier 3, il est important, le virage numérique, il est doté de pilotes qui, dans les 2 mois à venir, vont consulter les usagers, les patients, les professionnels, les institutions. Et donc c'est donc une grande concertation de 2 mois qui s'ouvre, qui ira en région aussi, elle sera territoriale. Je ne doute pas que le CATEL aura des choses à présenter, à proposer dans le cadre de cette concertation. Je rappelle d'ailleurs que le CATEL siège au Conseil stratégique du numérique en santé, en qualité, et donc est un acteur qui a toujours des choses à proposer et des éléments intéressants pour animer le débat. Donc la ministre a désigné des pilotes. Ceux-ci sont dotés d'une lettre de mission pour chacun des chantiers. Et dans le domaine du numérique, vous le savez sans doute, il s'agit de monsieur Dominique Pont, qui est directeur de la clinique Pasteur à Toulouse, madame Anne-Laure Coury, qui est directrice à la Caisse nationale d'assurance maladie, et qui ont commencé d'ores et déjà leur consultation, et qui vont devoir, c'est marqué dans leur lettre de mission, faire des propositions pour une feuille de route opérationnelle 2018-2022. Parce que désormais, la stratégie, nous l'avons. Nous avons travaillé ces dernières années à élaborer la stratégie e-santé 2020. Nous avons commencé à la décliner dans un programme opérationnel. Mais l'intérêt de la nouvelle étape qui s'ouvre maintenant, c'est que nous avons des priorités claires. Le Premier ministre a dit il faut viser 3 objectifs majeurs. L'accessibilité pour les patients, pour les usagers, à leurs données de santé, accessibilité en ligne. Tout le monde doit pouvoir accéder en ligne progressivement et pour 2022 aux données qui le concernent. Deuxièmement, simplifier et généraliser le partage des informations entre les professionnels pour la coordination des soins, pour les parcours, c'est essentiel. Et troisièmement, généraliser la prescription électronique, la prescription dématérialisée. C'est un objectif plus précis, mais dont nous sommes persuadés qu'il revêt un enjeu particulier. Il y a autour de la prescription électronique, dans le circuit médecin, patient, pharmacien, dans la capacité d'analyser les prescriptions et donc la consommation des médicaments, un enjeu majeur. Et la dématérialisation de la prescription et du circuit du médicament est un enjeu important. Donc nous avons 3 objectifs majeurs pour la stratégie e-santé.
Bien sûr, nous devons continuer à travailler sur d'autres aspects. J'évoquais le socle d'interopérabilité et de sécurité. Nous continuons à travailler d'arrache-pied pour que les systèmes d'information de santé soient interopérables. C'est un prérequis et il faut continuer à travailler sur ces sujets. Il y a d'autres sujets très importants. Les données de santé, le système national de données de santé, le développement du big data pour favoriser l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les pratiques des professionnels, l'aide à la décision médicale. Donc la stratégie e-santé, elle est large. Nous avions même identifié 8 axes stratégiques dans la stratégie e-santé 2020, mais nous avons au moins 3 grandes priorités sur lesquelles nous concentrer et sur lesquelles la ministre veut des résultats rapides et en tous les cas dans le cadre d'une feuille de route opérationnelle 2018-2022. Donc le cadre de travail est tracé, les priorités, les jalons, les responsables. La gouvernance du numérique en santé va évoluer. Je ne vais pas développer ce thème ici pour rester bref, mais il faut un pilote, il faut du pilotage qui associe l'ensemble des acteurs. Et il y a en tous les cas 2 enjeux sur lesquels la ministre a beaucoup insisté pendant sa conférence de presse. C'est la collaboration, l'alignement, comme on dit maintenant, État-assurance maladie. C'est un enjeu très important. Et le deuxième enjeu, c'est le décloisonnement ville-hôpital. C'est un système de santé décloisonné au service des parcours des patients. Donc, pour terminer, je vous souhaite une bonne journée. Je sais que les travaux du CATEL autour du numérique et autour de l'accompagnement du développement des usages du numérique sont utiles. Vos travaux sont utiles et nous allons en bénéficier. Et je le répète, vous aurez l'occasion de présenter vos conclusions ou vos recommandations aux pilotes de la transformation numérique. Et nous nous reverrons prochainement pour faire le point et en tous les cas dans une collaboration continue pour ce qui nous concerne. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai proposé à Pierre Traîneau de nous rejoindre pour le mot de la fin. Avec Didier. Et donc voilà, Pierre Traîneau, directeur du CATEL, et Didier Robin, président de CATEL Réseau. Et en transition, voilà. Oui, je voudrais témoigner. Oui, Oui, oui. Ils peuvent rester Ouais, là. on va, Ils peuvent rester là. pas comme vous voulez. Justement, il y a la place. Et je voulais faire en transition un témoignage. Le témoignage que ce projet porté par le docteur Éric Henry est un projet que nous, CATEL, nous avons cherché à qualifier. Nous avons constaté au moins 2 choses pour faire très court. Un, c'est un projet qui a du sens. Il répond à une nécessité. Est-ce qu'enfin on va réussir, et je le disais en introduction au tout début, à faire quelque chose pour les déserts médicaux en s'appuyant sur le numérique? Donc c'est un projet donc, qui a du sens, et c'est pour ça qu'il regroupe rapidement beaucoup de monde, rapidement il a l'adhésion des acteurs, et c'est une nécessité. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il s'appuie sur tout le potentiel du numérique, sans limite, sans censure, sans... Voilà, ce sera peut-être d'ailleurs le problème. Il faudra peut-être se limiter dans un premier temps. Et je voulais souligner le fait que, donc, on l'a qualifié positivement, qu'on le soutient, et que on souhaite lui apporter une conduite accompagnée. Donc, ça sera mon propos justement. Mais j'ai une toute petite question à faire au docteur Henry, médecin, en lien avec les territoires. Comment justement compte-t-il réussir à faire le lien avec le politique, mais j'ai les gros yeux là de Cécile, donc je vais moi tenter de répondre plutôt que de repasser la parole à Éric Henry. Je fais le lien avec l'allocution que nous devions faire là en fin de matinée, après cette riche matinée, mais vraiment extraordinairement riche matinée, puis l'après-midi va nous apporter autant de richesse probablement, et dire combien cette succession de témoignages sur des expériences réussies dans la plupart des cas. Et puis il y a des expériences qui ne sont pas encore réussies, qui ont encore la preuve à faire de leur bien fondé, entre guillemets. Et je voudrais faire le lien avec le fait qu'en introduction, justement, on a donné la parole au ministère de la Santé français. Cet après-midi, on aura des témoignages des ministères de la Santé d'autres pays présents ici, en particulier en Afrique. Partout, je ne vais pas dire partout, mais dans beaucoup de pays, en tout cas tous ceux qui sont réunis là, les 7 pays, on voit un soutien politique comme on n'a jamais eu au plus haut niveau, je l'ai déjà dit. Et ce soutien politique au plus haut niveau, ce sont des mots. Ce sont des mots, ce sont des
parfois des orientations auxquelles on adhère, qu'on peut adhérer complètement, mais qu'est-ce qu'on en fait? Soit on dit, allez, c'est à eux de faire et laissez-le faire. Comment faisons-nous le lien entre cette posture, ces volontés politiques fortes, enfin, voilà, on a plus de 20 ans d'existence et je veux dire, c'est quand même la première fois que c'est au plus haut niveau, que le numérique est là dans leur stratégie. Comment faire et réussir, parce que c'est le défi qui nous attend, à faire le lien entre ces expériences de terrain, les témoignages de bonnes pratiques et les politiques. Et il s'agit d'être, à mon avis, relativement bienveillant entre nous. Pourquoi? Si nous étions à leur place, comment ferions-nous pour comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain? C'est très compliqué. Ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des acteurs de terrain, ce sont... Nous-mêmes, est-ce qu'on est capable de se mettre à la place de nos présidents de la République, là, dans tous les pays réunis, de nos ministres de la Santé? Non. Nous en sommes incapables. On est incapable de comprendre leur quotidien. Et donc, je voudrais souligner le fait que, en tout cas, pour la France, il y a eu une méthodologie tout à fait particulière qui a été énoncée, une nouvelle méthodologie, qu'on retrouve dans pas mal de pays africains, parce que pas mal de pays qui sont là autour de la table, nous les accompagnons, nous sommes en relation avec eux, donc on comprend que ces mêmes mots sont utilisés. Il y a 3 niveaux. 1, co-construire avec toutes les parties prenantes. Ça, c'est le leitmotiv, on l'entend partout maintenant. Innover, expérimenter de nouvelles organisations. OK, super. 3e niveau, renforcer la conduite, l'accompagnement. Renforcer l'accompagnement. Et sur ces 3 niveaux, je voudrais dire quelque chose. Le co-construire, ça c'est vraiment bien, ça y est, les habitudes sont prises, mais on est encore loin de la co-décision. On est encore très très loin de la co-construction. Et là, l'enjeu, il est majeur, c'est que quand il n'y a pas de co-construction et de co-décision, eh ben, il n'y a pas de co-adhésion. Et c'est mort. 2e sujet, sur les organisations. Alors, moi, on est des fois frustrés parce que il y a effectivement une volonté d'expérimenter de nouvelles organisations, mais quand vous êtes face à des institutions, et je sais qu'il y en a là autour de la table, Philippe Cyr, notre délégué à la stratégie, est là, il faut montrer patte blanche avec une organisation. Et là, vous êtes financé. Oui, mais comment vous voulez expérimenter une organisation qui doit être définie, fixée, balisée, avant même d'obtenir des financements? C'est impossible. Donc, attention, et sur les territoires ruraux en particulier, il faut véritablement aller encore un cran plus loin dans une attitude et une démarche expérimentale en disant, oui, vous allez expérimenter peut-être plusieurs organisations et entre les acteurs, etc. Et le 3e niveau, concernant l'accompagnement, je voudrais juste mettre en garde, parce que c'est quelque chose qu'on connaît en France, mais depuis des années, et qu'on rencontre aussi en Afrique. Dans accompagnement, il y a parfois une mauvaise compréhension. Parfois, c'est juste une attente d'un rapport d'étude, d'un rapport, d'une analyse de faisabilité. Alors, on attend un beau rapport, une belle présentation, quelque chose de pro, de sexy, mais c'est pas ça qui fonctionne. En tout cas, c'est pas ça dont les territoires ont besoin. C'est pas que de cela dont ils ont besoin. C'est d'un accompagnement de type coaching humain, culturel, collectif. Et cet accompagnement-là, il est moins tangible qu'un rapport d'études. Et ça a l'air de rien comme ça. Ça a l'air d'être un détail. Mais le nombre de millions d'euros engloutis dans des rapports d'études proposés qui sont nécessaires et indispensables, mais qui doivent être complétés d'un accompagnement véritablement des acteurs eux-mêmes pour améliorer et transmettre une compétence. Et je termine, parce que le temps passe, je termine pour dire, évidemment, nous encourager tous à être vigilants, à être exigeants, et pour dire, voilà, ça ne doit pas rester des mots. Deuxièmement, pour ça, il faut participer, frapper à la porte et dire on veut participer à cette co-construction. Donc il faut faire le go-between avec justement parce que chacun dans notre camp, le job n'est pas facile. Ça n'est pas facile pour les politiques, ça n'est pas facile pour les institutions. Et de plus en plus, quand j'entends les institutions dire oui, on aime être challengé, parce que les institutions sont de plus en plus ouvertes à cette discussion. Et le 3e niveau que je voulais souligner, c'est ensuite veiller à ce que les orientations prises soient des orientations qui vont dans le sens
C'est pas parce que c'est nous qui avons proposé là, les 4 sujets. Hein. Philippe Cyr, ce matin, la délégation l'a rappelé, ce sont les sujets prioritaires du ministère également, des airs médicaux, la prévention, etc. Et de veiller que ça soit toujours cet objectif final qui soit poursuivi et non pas des objectifs secondaires qui sont techniques ou autres. Merci. Merci Pierre d'avoir rappelé tout cela. J'ai trouvé qu'on a eu une demi-journée extraordinairement riche et celle qui nous attend l'est tout autant, donc je vais être extrêmement court. Mais je veux simplement rappeler que Catel Réseau, c'est 20 ans d'expérience, 20 ans d'ancienneté. Et Catel Réseau, c'est pas rien, c'est d'emblée l'idée qu'il nous fallait des industriels, des médecins, des soignants, des institutionnels, des médecins, des patients, hein, des représentants de patients. Et Catel Réseau, c'est cette confluence de points de vue qui a fait émerger tout ce qu'on a aujourd'hui. Ces 10 ans d'expérience qui ont été importantes et qui ont permis l'aboutissement aussi de notre petite structure qui est Catel Accompagnement, qui cherche justement sur le terrain à accompagner tous ces projets et qui s'enrichit elle-même des difficultés qu'on rencontre et des obstacles à surmonter. Alors aujourd'hui, il y a des choses qu'on a totalement oubliées et c'est extraordinaire. C'est les difficultés, les craintes qu'on a pu avoir il y a 20 ans, 15 ans, quand on entendait la déshumanisation que cela va induire, quand on entendait parler des craintes des patients qui jamais n'y viendraient. Aujourd'hui, on a complètement dépassé ça au point que c'est tombé dans l'oubli collectif et que ces craintes aujourd'hui sont totalement remplacées par des attentes. Quand je vois Oberbruck, quand je vois le docteur Henry, quand je vois le professeur Saint-Calbre, je vois que maintenant, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de crainte. Il y a des attentes des patients, des attentes des patients qui attendent la télémédecine, qui la sollicitent et qui la demandent. Et c'est sur ce dernier point que j'ai envie de rester aujourd'hui parce que je sais qu'on a été un petit peu plus long qu'il ne le fallait et qu'il nous reste encore beaucoup de travail. Tout à fait.